Nous allons pouvoir reprendre pour cette dernière table ronde de la journée qui sera autour de notre master, donc qui s'intitule Former pour innover 30 ans d'histoire. Nous avons donc le plaisir d'accueillir pour cette table ronde qui clôturera donc cette journée Patricia Chevalier, qui est donc directrice de la communication et responsable du pôle attractivité, tourisme et patrimoine du Pays du Mans. Nous avons également à nos côtés Franck Millot, directeur du service animation et médiation des patrimoines de la ville d'art et d'histoire du Mans. Mais également Clément May, qui est donc un ancien étudiant cette fois-ci de la formation du master patrimoine. Et enfin, Manon Tisserand, étudiante en M2 patrimoine et développement local. Donc bonjour à tous les quatre et merci de votre présence aujourd'hui. Donc nous vous avons réunis pour clôturer cette journée en revenant sur ce qui a permis de créer cet événement, à savoir le master patrimoine et développement local. Et donc fort de ces 30 ans d'existence, le master joue un rôle central dans la formation de professionnels qui sont aujourd'hui pleinement engagés dans le champ patrimonial. Et donc, pour ouvrir cette table ronde, nous vous proposons de croiser 3 regards, du coup en l'occurrence maintenant 4, à la fois entre des anciens étudiants qui sont insérés finalement dans la vie professionnelle avec des postes aussi à responsabilité. Et nous allons donc commencer par vous, Patricia, puisque vous avez été étudiante du master. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours, mais aussi quelle trajectoire professionnelle vous avez suivie après l'obtention de votre diplôme? Alors, je n'ai pas été étudiante du master, par contre, j'étais étudiante un long moment à l'université du Maine, avant de partir sous d'autres cieux, on va dire. Et effectivement, moi, ce que je retiens avant tout, c'est vraiment cette formation, une formation solide, qui m'a donné des bases vraiment que j'utilise encore chaque jour. D'ailleurs, je voulais saluer Monsieur Constant, que j'ai vu tout à l'heure, qui était mon professeur. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de formation très solide et sur lequel j'ai pu toujours avoir cette rigueur scientifique, cette volonté de toujours être dans cette recherche historique, et ça m'arrive encore à chaque moment lorsque je mets en place des outils de médiation. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important sur lequel on a aussi, avec mes collègues, parce que j'ai aussi de nombreuses collègues qui étaient avec moi à l'université, que j'ai le plaisir d'avoir encore comme collègues. Et c'est vrai que ça, c'est un véritable plaisir de continuer à travailler dans cela. Donc à présent, je me tourne vers vous, Clément. Vous êtes diplômé du master depuis septembre 2024. Quel regard portez-vous sur la formation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans votre parcours et dans votre manière d'aborder le patrimoine? Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, on y reviendra, mais je suis là pour représenter 2 anciens membres de la promotion 23-24 du M2. Puisque Maxime avait travaillé sur le projet tutoré sur lequel on reviendra, et il pourrait aussi en parler de ce retour sur la formation pour cette promotion-là. Alors moi, dans mon cas, donc insertion plus ou moins, puisque je suis encore en recherche d'emploi mais depuis la sortie du master. Mais le regard que je porte sur le master patrimoine et développement local, il est un tout petit peu différent de certains, puisque étant donné qu'il y a 2 parcours dans le master, un qui est davantage axé recherche et un qui est axé patrimoine, donc, et médiation, gestion de projets culturels, en fait, j'ai fait l'un puis l'autre. Donc, l'idée, c'était de se respécialiser pour finalement faire de l'histoire, qui est ma passion, que j'avais travaillé en licence ici, le mettre en pratique dans le champ du patrimoine et de la médiation, puisque c'est quand même un terrain de jeu un peu privilégié pour faire de l'histoire de manière publique. On n'est pas loin d'un master d'histoire publique dans certains aspects, quand on traite ces sujets-là. Et ce qu'il y a de bien dans ce master-là pour l'université du Mans, le Mans Université, c'est que il y a une dimension très, très humaine dans l'apprentissage qui, je pense, ne se retrouve pas nécessairement partout. J'avais des camarades qui avaient étudié préalablement dans d'autres universités, des plus grandes universités, par exemple, en termes d'effectifs ou de moyens. Et ça donne une formation qui est d'autant plus solide qu'elle est
proximité des étudiants et des enseignants. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui, pour moi, est super important. Et je me sens d'autant mieux formé que j'ai pu échanger avec mes enseignants de manière régulière et approfondie, et que j'ai pu suivre des projets grâce à eux qui ont été... par exemple, j'ai pu publier mon travail de mémoire grâce à mes enseignants qui m'ont poussé à le faire. C'est des choses qui ont été possibles parce qu'il y avait cette proximité aussi avec mes formateurs. Merci beaucoup pour cette réponse. Maintenant, je vais me tourner vers Manon, qui est donc une de nos camarades en Master Patrimoine. Donc, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton parcours au sein du Master, et en quoi la formation, en fait, elle contribue, en tout cas de ton point de vue, à la construction de ton projet professionnel? Oui, donc je suis en deuxième et dernière année du Master développement patrimoine et développement local. Donc, comme le dit Monsieur Tison, c'est une formation couteau suisse. On apprend beaucoup de choses, toujours des choses très utiles d'ailleurs. Donc, comment mener une visite guidée, comment gérer un budget, comment organiser une exposition ou un événement en général. Donc, c'est très vaste et puis c'est très formateur aussi. Et puis, on peut dire qu'à l'heure actuelle, on a déjà un pied dans le monde du patrimoine, donc c'est très bien. La preuve avec les projets tutorés, on a tous choisi en début d'année un projet sur lequel on est tutoré par un ou une professionnelle. Donc dans mon cas, je travaille sur un projet de valorisation d'objets religieux dans le Perche sartois. Je travaille en duo et je suis tutorée par Sylvie Lemercier qui est parmi nous aujourd'hui. Donc on travaille sur l'élaboration d'un trésor d'objets religieux dans la commune de Vibray. C'est une petite commune de 2000 habitants à l'est de la Sarthe. Donc c'est pas un projet qui va rester forcément sur papier, puisque c'est un projet qu'on va présenter aux élus du conseil, donc fin mars. Un projet que les élus vont pouvoir réutiliser un peu plus tard si le budget le permet surtout. Donc merci Manon, et justement ça nous permet de faire cette transition idéale avec les projets tutorés qui est une grosse partie de cette deuxième année de master. Donc depuis plusieurs années, vous, Franck et Patricia, vous encadrez des projets tutorés dans le cadre de ce master. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce que sont ces projets tutorés, votre rôle dans leur encadrement, en quoi ils consistent aussi en un véritable atout pour la formation des étudiants, comme également pour les collectivités ou les institutions partenaires? Oui, ça fait un certain temps effectivement qu'on encadre ces projets tutorés. Pour moi, c'est avant tout, je dirais, la possibilité de travailler sur quelque chose de très professionnalisant, de se jeter dans le grand bain, entre guillemets. Et c'est vrai que depuis à peu près 15 ans que j'encadre des projets tutorés, Dieu seul sait qu'on a eu énormément de sujets divers et variés. Ce qui est intéressant aussi, c'est la possibilité de mettre en œuvre, de passer du projet au concret. Ça, c'est quelque chose sur lequel moi je vous accompagne, du moins j'essaie de faire le mieux que je peux, parce qu'on n'est plus dans la théorie. Et ce qui est intéressant de noter, et moi ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que nombre de sujets qui ont été donnés en fait lors de ces 15 années ont été mis en place. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement c'est possible un jour peut-être. Non, clairement, ça a été des choses qui ont été mises en œuvre très concrètement sur le territoire. Et pour ça, je voudrais remercier véritablement la formation, parce que pour nous, c'est vraiment une aide aussi à la mise en place d'une ingénierie. Et là, on parle d'ingénierie de projet. C'est quelque chose de très important. Ça accompagnera, je dirais, les étudiants. Alors, ça peut être effectivement par le biais de projets tutorés, puis parfois aussi, on prend aussi des étudiants en stage, sur des stages longs. Je fais un petit clin d'œil à Simon qui m'a supporté pendant quelques mois, parce qu'il est là. Et donc, très concrètement, en fait, c'est vraiment une aide pour nous, professionnels, parce que nous sommes toujours dans des rythmes soutenus sur nos postes, et ça nous permet aussi de
de prendre un peu de hauteur, d'être dans un projet concret d'ingénierie. J'ai en tête, par exemple, la mise en place autour de la valorisation des fours à chanvre, qui a été fait il y a bien longtemps et qui est en place. On reparlera de la fonderie, mais effectivement, là, on a aussi un projet sur la valorisation des fêtes et loisirs en forêt de Bercier. Donc, véritablement, tous ces projets sont des projets qui sont mis en place ensuite. Je dirais, pour 80% des projets, 80% ont été mis en place très concrètement. Je vais continuer sur cette lancée-là, c'est sur la réalisation des projets qui sont proposés, soit effectivement dans le cadre des projets tutorés, soit dans le cadre des stages, parce que finalement, pour moi, il y a une similitude dans les deux cas. C'est quelque chose qui est sanctionné dans le cadre du master à la fin, mais à chaque fois, il y a un côté professionnalisant. Et pour le cadre projet tutoré, là, vous êtes effectivement dans la réflexion, l'élaboration d'un projet qui sera concrétisé par nous d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que souvent, ces projets vont être partiellement mis en œuvre, tout simplement parce qu'il y a des délais qui vont être différents. On a certains projets qui sont en attente, on les a sous le coude parce qu'on veut les mettre en pratique, et pour l'instant, les circonstances ne sont pas prêtées, et puis d'autres qui sont, dès l'année suivante, en cours de réalisation. C'est le cas pour le projet tutoré de l'an dernier qui concernait la valorisation des trésors d'orfèvrerie de l'église de la Couture. Là, c'est quelque chose qui va être mis en place d'ici l'été prochain. Donc voilà, il y a des aspects qui sont parfois très très concrets. Et dans le cadre des stages, finalement, c'est aussi la même approche, sauf que là, la concrétisation est vécue par les étudiants. Et donc, dans les dernières réalisations qu'on a pu faire avec des étudiants en Master 2, 2 escape games l'an dernier, dans 2 monuments de la ville, et sur la base de l'histoire des lieux, par exemple. Et puis on a également mis en place, il y a 3 ans, 4 ans, des ateliers d'initiation à l'archéologie, où là également, les étudiants étaient partie prenante avec les médiateurs du service ou avec nos guides conférenciers. Donc ça, ce sont des aspects qui sont extrêmement importants. Et ce qui est pour nous essentiel aussi, c'est que ce temps est un temps où vous avez le droit à l'erreur. Voilà, vous êtes dans une démarche de professionnalisation. Et finalement, s'il y a un moment où il faut se tromper et où on est encadré et avec un qualificatif qui est un peu trop utilisé, mais avec bienveillance, je pense que c'est ça aussi un moment important, c'est que c'est le moment où on se pose des questions, comme je dis, on se trompe, et c'est très bien. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se tromper. Donc voilà, le stage ou le projet tutoré sont aussi là pour ça, pour vous permettre de franchir la dernière étape avant le monde professionnel. Et pour les collectivités, alors il y a un double rôle. Il y a d'une part, pour la ville du Mans, c'est l'université du Mans. Donc c'est aussi extrêmement important pour nous, quand il y a des filières comme cette filière patrimoine, de contribuer aussi à ce que les étudiants et la filière soient reconnus par son propre territoire en proposant des projets de valorisation et d'animation du patrimoine. Et puis pour nous, au sein du service, ce qui est aussi extrêmement important, c'est que finalement, il y a aussi ce côté sans neuf, mais sans neuf dans l'esprit, dans les idées, dans les manières d'appréhender le patrimoine, la médiation, qui tous les ans, on voit bien aussi en quelques années, voilà, les choses vont très très vite, les étudiants sont très très différents, il y a de nouvelles technologies qui sont arrivées, on peut dire aussi des fois des nouvelles façons de penser, d'appréhender, de vivre un futur métier. Donc tous ces aspects-là sont vraiment des points importants pour nous. Et puis par rapport au tout début de l'intervention, c'est dire que si moi je n'ai pas été étudiant ici au Master 2, par contre, les étudiants en Master 2 sont très très présents au sein du service, puisque nous avons des étudiants qui, pendant plusieurs années, vont être guides conférenciers au sein du service ou médiateurs dans nos classes du patrimoine. Et puis, 2 des étudiants de Master 2 ont trouvé leur place dans des missions au sein du service. L'un d'eux en charge tout ce qui est
valorisation du patrimoine des quartiers, et puis l'autre en charge globalement, il encadre l'équipe des guides conférenciers et des médiateurs au sein du service pour les classes du patrimoine, les ateliers du patrimoine et les visites guidées. Très bien, merci pour ces précisions. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des projets que vous encadrez cette année ? Je vais continuer. Donc, cette année, alors il y avait Aus Kerwi qui était là tout à l'heure, qui ne pouvait pas rester, qui, je dirais, était la base d'un des deux projets qu'on encadre. Il y a d'une part le projet que je vais développer, qui lui s'inscrit dans la formation valorisation du patrimoine par le son, dont Stéphane Tison pourra aussi parler, parce que c'est vraiment un partenariat à trois. C'est l'université, c'est le Mans Innovation, et c'est donc la ville du Mans par le biais du service. Et puis le projet Tutoré, lui, porte sur une réflexion et un travail autour de la signalétique patrimoniale de l'enceinte romaine et des termes romains. C'est-à-dire qu'il y a une signalétique existante, il y a toute une série de médiations existantes, mais voilà, la signalétique, elle a d'une quinzaine d'années, presque 20 ans, donc il est temps de la repenser avec tous les outils qui sont nés entre-temps, d'une part, et puis d'autre part, grâce aux nouvelles connaissances qui ont été acquises ces dernières années, notamment dans le cadre de deux projets portés par l'Université du Mans, qui sont d'une part le projet collectif de recherche autour de l'enceinte romaine, donc là c'est un partenariat Université du Mans, Université de Nantes, et d'autre part le projet Murus, qui là est porté pleinement par l'Université du Mans avec des partenariats avec deux universités étrangères, Saint-Jacques-de-Compostelle et Rome. Donc ça c'est le projet Tutoré qui est suivi. Et en ce qui concerne le projet d'aujourd'hui, c'est la médiation. Je parle beaucoup, c'est ça ? Non, c'est parce que nous allons l'évoquer Comment ? justement plus tard, ce ok, projet d'accord. autour Voilà, des c'est ça, sablons. autour des sablons, voilà. J'en dis pas. Un peu suspense. Mais moi, en fait, cette année, j'ai le plaisir avec vous, entre autres, oui, tout à fait, de pouvoir travailler en partenariat avec la ville de Silly-Guillaume, donc avec Mélanie aussi qui est là, de pouvoir travailler à une réflexion sur la valorisation de la partie médiévale en fait du château de Silly-Guillaume, parce qu'il y a une très belle réflexion qui s'est portée donc sur la partie plus contemporaine donc de ce lieu. Et puis l'idée c'était vraiment de repartir et se dire qu'est-ce qu'on fait dans la Tour Beauvau en fait, comment on accompagne le visiteur dans sa démarche et puis dans sa réflexion sur la médiation, sachant que, comme le dit Franck, c'est un éternel recommencement, parce que dès qu'on fait quelque chose, très clairement, très peu de temps après, il faut continuer à faire des choses dans la mesure où on est toujours en évolution, à la fois de connaissances et puis à la fois de techniques. Donc tout ça, c'est un éternel recommencement. Et Dieu seul sait que justement les projets tutorés sont pour nous un moyen justement de pouvoir reposer à chaque fois cette thématique pour pouvoir à nouveau avancer, tout simplement. Merci pour vos deux réponses. Alors du coup, je vais encore une fois me tourner vers vous, Patricia, donc vous pouvez garder votre micro. Je le garde. Toujours autour justement des projets tutorés. Donc vous avez accompagné un projet autour de la fonderie d'Antoigné. Plein. Plein de projets, mais d'abord surtout dans le cadre d'un projet tutoré puis d'un stage l'année passée. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette expérience et nous expliquer finalement en quoi elle a contribué à la découverte et à la valorisation d'un patrimoine qui était en voie de disparition? Alors, depuis 15 ans, la fonderie a été très souvent le retour de la fonderie, puisqu'il y a eu pas mal de réflexions à mener autour de ce patrimoine industriel, puisqu'il y a 15 ans, on partait de très loin. On était presque il y avait presque une volonté de démolir ce lieu. On en était là, quand même, il faut replacer les choses. Et donc, il a fallu effectivement montrer à de très nombreuses reprises tout l'intérêt qu'il y avait à conserver ce patrimoine, d'autant plus que c'était le lieu de fabrication de la famille Chappé.
donc qui est quand même une très grande famille d'industriels. Et donc, on est souvent confronté à la difficulté de prouver à quel point ce patrimoine est intéressant. Et c'est donc pour ça, en fait, qu'il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits. D'abord pour faire en sorte de préserver le lieu, qui a été restauré. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu tout le travail progressif autour d'une scénographie pour mieux expliquer les choses, puisqu'il y avait vraiment eu la définition sur ce projet d'un centre de ressources de la mémoire ouvrière. C'était véritablement dans ce contexte que l'on a mis en place les choses. Et c'est vrai que l'an dernier, on a accueilli quelqu'un en stage qui a pu mettre en place toute une politique, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis aussi de la définition d'un projet scientifique et technique. Et Dieu seul sait que ça, c'était important, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons bientôt des élections, et que l'idée, c'est de pouvoir toujours, en fait, faire en sorte de montrer l'intérêt de ce site, de la volonté de mettre des moyens sur un patrimoine qui est quand même qui n'est pas urbain, qui est un petit peu à la campagne, sur un territoire qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc l'ensemble de ces outils qui ont été mis en place ont vraiment participé à la connaissance. Et puis je vois les grâces. Alors ça a été un travail très spécifique il y a 2 ans, Stéphane, 3 ans peut-être maintenant 3 ans déjà, donc avec un travail qui a été fait avec la sauvegarde de l'art français, concernant justement un concours qui avait été mis en place, où l'idée c'était d'élire en fait une œuvre à restaurer. Et donc par le travail des étudiants en master, donc Félix et Paul, eh bien en fait la fonderie et les grâces de la fonderie ont eu la chance de remporter ce concours et donc d'avoir 8 000 € pour pouvoir se refaire une beauté. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici. En fait, c'est que tout était cassé, la lanterne était cassée. C'est une très belle production Chappé qui était faite sur le site d'Antoigné, parce que Chappé avait deux lieux de production, à la fois un Mayenne à Port-Brié et sur Antoigné, donc à Saint-James-sur-Sarthe. Et donc ces grâces en fait étaient dans un état assez piteux, on va dire. Et donc ça a permis vraiment de refaire déjà ce socle, et puis de pouvoir justement restaurer l'ensemble de ces statues. Donc vous voyez, on a vraiment une action très concrète des étudiants en master, vraiment une action qui est, je dirais, assez essentielle. Donc voilà, donc la fonderie, c'est une grande histoire d'amour avec le master. Justement aussi, durant le stage de l'année précédente d'une étudiante du master, elle a pu participer à la refonte, enfin en tout cas proposer des choses pour la muséographie de la fonderie. Est-ce que tout à fait, ouais, en fait il fallait qu'on refasse tous les éléments de médiation à l'intérieur de la fonderie, et donc il y a eu tout un travail de recherche sur lequel il y a eu vraiment un travail très concret, ce qui a pu en fait à la fois on a pu décliner toute une chronologie en fait assez visuelle, puisqu'on a redéfini tous les outils de com, on a repris en fait une communication moderne sur le site, parce qu'il y avait une médiation qui était ancienne, donc on a vraiment travaillé pour refaire en fait cette très grande chronologie. Et puis on a pu aussi commencer à décliner des portraits, puisqu'on s'appelle Centre de ressources de la mémoire ouvrière. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé avec cette volonté de faire des portraits d'ouvriers à des périodes en fait. Alors ce n'est que le début de cette aventure, parce que l'idée c'est à la fois d'établir cette charte graphique. On a même généré des portraits en intelligence artificielle suite à la déclinaison de tout ça. Toutefois,
on est quand même très attaché à toujours travailler avec des illustrateurs. Enfin, on ne veut pas rentrer dans la Ghibli touch de l'intelligence artificielle qui génère toujours des choses très... puis il y a cette vraie idée du droit d'auteur, hein, ça c'est quelque chose d'important. Donc ensemble, on a pu justement se former à l'ensemble de ces techniques, en mesurer toute la possibilité, mais aussi toute la prudence que nous devons avoir face à ces nouvelles technologies, toujours pour continuer à travailler dans une logique, je dirais, de développement mesuré, raisonné, avec des outils qui peuvent être très simples, mais que l'on peut déployer aussi de manière très compliquée, entre guillemets, parce que ces portraits, alors je sais pas, je vous avais envoyé le portrait, mais je sais pas si vous l'avez, ces portraits, ils ont la vocation d'ensuite pouvoir parler, qu'on anime en fait ces personnages qui datent de 1700, et donc voilà. Donc voilà, on est toujours très prudent. L'idée c'est de toujours asseoir la partie historique, de toujours faire les recherches qui doivent être menées et faire en sorte de pouvoir justement de manière raisonnée pouvoir travailler avec les techniques modernes sans pour autant se laisser dépasser par elles. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, on voit justement que cette expérience illustre la capacité du master à innover en prenant en compte les outils numériques, l'intelligence artificielle notamment. Cela permet donc d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la valorisation du patrimoine. Et donc, on va se tourner vers vous à présent, Clément, puisque c'est également lors d'un projet tutoré que vous avez conçu un outil innovant, un chatbot nommé Louise, l'intelligence artificielle témoin de la Seconde Guerre mondiale, en Sarthe. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet, sa genèse, ses objectifs, ses commanditaires, mais aussi le public visé? Alors oui, c'est génial parce que toutes les interventions précédentes, même dans les précédentes tables rondes, préparaient à ce qu'on parle d'intelligence artificielle, donc c'est génial, on a mâché le travail de toutes les thématiques. Mais donc ce projet tutoré, donc j'étais à la promotion 23-24, donc ça intervient début d'année universitaire 2023-2024 en septembre, au moment du choix du projet tutoré. C'était un projet qui était piloté auprès des étudiants par Elodie Barat, qui était chargée de valorisation du patrimoine auprès du CD72, du conseil départemental de la Sarthe. Et c'était un projet qui se faisait en collaboration, une commande auprès des étudiants qui se faisait à l'aune d'un accord contractuel entre le conseil départemental et une société qui était alors qui avait le vent en poupe en matière d'innovation dans les structures muséales notamment. C'est Askemona, une société parisienne. Et en fait, ils développaient des chatbots, des outils conversationnels. Déjà depuis à ce moment-là, ça faisait déjà, je crois, 6 ans que la société avait été créée. Ils avaient pu se développer sous le modèle d'une start-up avec des financements qui tombaient à ce moment-là. Et donc l'idée, c'était pas que d'avoir un outil conversationnel pratique comme il pouvait exister. Je pense par exemple, là c'est une capture d'écran à droite du chatbot qu'Askemona avait réalisé avait mis en œuvre pour le musée de la Grande Guerre de Meaux. Donc là qui était purement pratique sur les informations pour se rendre sur le site, ce genre de choses, une espèce d'outil de médiation d'accessibilité. Mais rien en matière de contenu, si ce n'est le graphisme qui évoquait la période de la Première Guerre mondiale, qui était celle du musée. Là, l'idée avec ce projet, c'était de s'inscrire dans la dynamique du département autour du projet d'historial des conflits contemporains en Sarthe, du 80e anniversaire de la libération du territoire, puisque 2024, le Mans est libéré le 8 août en 1944. Donc ça s'inscrivait là-dedans. Et l'idée, c'était de concevoir un personnage qui puisse opérer une médiation pour un public large, mais avec un petit accent qui a été porté sur un public qui est nécessairement un public qui touche le conseil départemental, puisque ce sont les collégiens, compétences départementales sur les collèges. Et pour opérer ce travail-là, il y avait différentes étapes. Le personnage
il pouvait peut-être avoir besoin d'autres. Voilà. Il reposait sur un graphisme et une base de données. Voilà. Tout ça alimentait un back-office et une communication afférente qui permettait en fait via un modèle d'intelligence artificielle basé sur ChatGPT, donc après c'est le ChatGPT de fin 2023, début 2024, donc les possibilités n'étaient pas non plus les mêmes, ça a aussi beaucoup changé très vite, permettait à partir d'un texte, on lui fournit un texte, d'éléments de personnalité, permettait en fait à l'utilisateur de converser avec ce personnage-là avec une certaine autonomie de l'outil, puisqu'il était censé ingurgiter cette base de données et la réutiliser pour offrir des réponses personnalisées. Donc il y avait toute une ambition, toute une volonté d'immersion, en fait, vraiment, je converse avec un personnage qui évoque cette période-là, qui aurait vécu dans cette période-là. On est bien évidemment sur du fictif, hein. Donc ça pose plein de questions sur l'agentivité, l'agency des personnages de cette époque-là, sur est-ce qu'on en fait un personnage principal de cette histoire-là. Donc, on est parti sur une logique de représentativité en essayant d'évoquer un maximum de sujets sans tout faire. Faut imaginer que la base de données qu'on a conçue, c'est même pas une dizaine de pages, donc c'est pas énorme. Et en même temps, il faut dire pas mal de choses. Et ce qui est très important et ce qui rend le travail d'autant plus difficile, c'est qu'il faut le formater, ce texte, puisque moi j'ai fait de l'histoire, j'aime l'histoire, Maxime aussi, on aime écrire. Sauf qu'on ne s'adresse absolument pas à un public, c'est de la médiation inception, c'est-à-dire qu'on fait de la médiation pour un objet qui va faire de la médiation. Il faut s'adresser à lui, à ce robot, parce qu'on n'a pas la main sur le back-office, hein. Vraiment, on fournit la base de données à l'entreprise qui, elle, a la main sur ces solutions, reformate encore une dernière fois, c'est un principe un paragraphe, une idée, toute une méthodologie, pour le chatbot qui, après, au moment de produire une réponse après une question, met en œuvre tout ça. Et c'est pas un travail qui est aisé, puisque vraiment ça demande une prise de recul et une compréhension qui reste vague, hein, on n'a pas fait d'études informatiques, de comment fonctionne le chatbot, beaucoup d'essais, hein, ça m'évoquait des choses, la bande dont on parlait ce matin. Et en fait, comment dire, il y a un élément qui n'est pas du tout évident avec ces modèles d'intelligence artificielle-là, et en tout cas la solution comme elle était apportée, c'est qu'il y a deux paramètres qui changent radicalement l'expérience de l'utilisateur et notre posture par rapport à la confiance qu'on a à notre outil. C'est, est-ce que cet outil, ce chatbot, a accès à Internet pour compléter ses lacunes, ou pas du tout? Et le problème qui s'est posé, ça fait partie des contraintes qui étaient super intéressantes à aborder. À la base, moi, je suis un grand sceptique de l'usage de l'intelligence artificielle dans un certain nombre de domaines, mais je me suis engagé dans ce projet-là, comme Maxime, avec beaucoup d'enthousiasme pour justement tester la chose, quoi, vraiment la mettre à l'épreuve. Et le problème, c'est qu'entre le paramètre très confiné, qui finalement a souvent tendance à régurgiter des réponses qui sont écrites de la manière dont on l'a écrit, avec très peu de liberté dans l'expression, dans la reformulation. Donc, on ne veut pas s'adresser au robot, on veut s'adresser au robot pour qu'il ressorte une information transformée pour l'utilisateur. Donc ça, c'est un problème avec ce paramètre-là. De l'autre côté, quand on veut de la liberté, de la créativité dans la reformulation, ce qui est un peu tout l'intérêt de l'objet, on est obligé de faire avec piocher des informations sur Internet. Et au moment où on a eu des phases de test, puisqu'on a fait une phase de test auprès de collégiens du collège Berthelot, ce qui était super intéressant parce que public collégien qui se prête très bien au jeu et qui teste vraiment l'outil, mais qui le fait souffrir dans ses retranchements. Vraiment, c'était formidable. Et super intéressant. Vous avez en bas à droite une vision un peu, on avait typologisé les questions posées et on voyait là où l'intérêt de ce public-là pour un certain type d'information, c'était notamment en lien avec la personnalité du personnage. Vraiment s'intéresser à qui est cette personne à qui je m'adresse, et pas tant le contexte qu'on avait fourni. Ça, c'était intéressant. Mais sauf que la créativité, c'était formidable,
mais on se retrouvait avec des réponses absolument lunaires. Et ah non, mais c'est sur des sujets en plus aussi précis et aussi sensibles que le second conflit contemporain. Voilà, on avait des réponses qui nous posaient souci. Je ne renverrai pas toutes les polémiques qu'on a en ce moment sur les images générées sur cette thématique. Bref. C'était vraiment intéressant, mais voilà, deux paramètres radicalement différents et pas beaucoup de latitude entre les deux. Donc ça posait question. Oui, bon, j'ai évoqué le graphisme. Alors oui, c'était toujours l'histoire de l'évocation. On était parti sur on avait voulu aller à fond dans la démarche, on avait utilisé l'intelligence artificielle pour générer des premiers visuels qu'on envoyait ensuite à la graphiste qui travaillait avec l'entreprise, au sein de l'entreprise, pour après les réadapter. Donc voilà, c'était un usage raisonné et comment dire, voilà, éthique tout à fait, qui correspondait à nos valeurs dans ce travail-là. Et donc on était parti sur une dimension art déco pour évoquer voilà, pas tout dire, mais toujours des points d'évocation sur cette période-là, un art des années 30, voilà, l'art déco. Et ce projet-là, donc on l'a testé. Maxime n'étant pas là, étant donné qu'il avait poursuivi en stage la mise en œuvre de ce projet tutoré avec Madame Barat avant qu'elle ne parte vers d'autres horizons professionnels, il pourrait mieux vous parler de la mise en œuvre de ce projet qui était intervenu au JEP de cette année-là, 2024. Il y a un certain nombre de contraintes qui étaient là aussi dues au fait que c'était un contrat qui avait été passé entre une collectivité et une entreprise, et donc les engagements contractuels posaient problème au principe de l'investissement. C'est-à-dire que la durée de vie du contrat n'était pas forcément pensée de manière à pérenniser la chose, donc ça posait des questions aussi. Donc un investissement, vraiment une volonté de faire quelque chose de précis et de sérieux, mais avec des grosses contraintes. Mais très formateur ce projet-là, et moi qui y suis allé avec un scepticisme sur l'utilisation, j'ai conservé un certain nombre de questions, et aujourd'hui ça se pose encore, mais en voyant les limites, on voit aussi jusqu'où on peut l'utiliser, et c'est là que je me rends compte qu'un certain nombre d'utilisations, notamment pratiques, je vois ce qui fonctionne très bien, c'est les solutions pour de l'accessibilité. On ne peut pas demander à cette technologie de tout faire. Voilà, à un moment, on a aussi nos compétences d'historien, de médiateur, et l'outil peut être utilisé dans un certain cadre, mais voilà. Ne pas céder à la tentation de la technophilie, et dès qu'on a une nouvelle technologie, c'est la panacée, ça va être formidable, elle va tout faire d'un coup. On est encore dans l'immédiateté. Moi, ma rencontre avec ces modèles d'intelligence artificielle-là, ChatGPT et compagnie, ça intervient fin 2022, comme pour beaucoup de gens. Voilà, on est tout début 2026, on n'a pas encore vu grand-chose de l'outil. Il faut encore tester, il faut y aller avec mesure et raison. Mais il y a beaucoup de choses possibles. Et il y a un intérêt, on peut, notamment sur les jeunes générations, le public collégien s'était vachement prêté au jeu. Très intéressant, mais voilà, apprendre avec toute la rigueur scientifique qu'on peut avoir dans nos formations. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, comme nous l'avons vu avec vous juste avant, Clément, la médiation numérique est donc bien présente au sein du master, mais elle l'est également d'une autre façon. Et c'est pourquoi nous allons évoquer à présent les parcours sonores que les étudiants conçoivent depuis maintenant plusieurs années au sein donc, de notre formation. Avant de revenir de manière collective avec à la fois notre camarade Manon, mais aussi vous, Franck, est-ce que vous pouvez tout d'abord revenir sur l'historique finalement de la mise en place de ces parcours sonores dans le cadre du master, en évoquant notamment le partenariat qui existe entre la ville du Mans, le master, mais aussi le Mans Innovation? Alors déjà, pour ce partenariat, ça serait mieux que ce soit Stéphane qui en parle, parce que je crois que c'est l'université qui est à la base de ce partenariat avec LMI et la ville. Ah non, c'est Annie. Je voudrais pas D'accord. Ça me semble plus légitime. C'est très bien, comme ça vous... Mais comme ça, vous pourrez évoquer, Franck, le parcours numérique de cette année avec Manon juste après. Ah oui, c'était il y a un temps. Je crois que c'était un petit peu après le Covid. Hein. C'était dans les années 2020-2021 qu'on avait mis en place ce partenariat.
donc avec aussi bien nos collègues acousticiens, l'école aussi de... Oui, l'école des Beaux-Arts, et on avait commencé, alors donc les historiens, et la ville du Mans. Nous étions 4 à travailler sur ces projets-là, et mes premiers souvenirs de projets, ça avait été certains jardins du Mans qu'on avait sonorisés. Et il y avait aussi la sonorisation de la cité Plantagenet, mais moi je ne faisais pas partie du projet, c'était, je crois, Hervé Guim. Mais on avait travaillé sur la sonorisation des jardins, les vergers, enfin, voilà. Et voilà, c'est ça. Oui, les vergers, et c'était vraiment de très très beaux projets. Oui. Donc c'était la première, voilà, on commençait sur ces projets-là. Voilà. Et j'avais trouvé ça vraiment très 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 intéressant. Voilà, donc... Notamment, il y a eu un projet, c'était au moment où on était en tuilage, qui était extraordinaire, c'était le test d'un robot, Témi, voilà, au musée de TC, où en une journée, les étudiants ont eu à inventer les usages d'un robot dans un musée, alors avec voilà, une application qui pouvait être, je dirais, le remplacement du médiateur, jusqu'à un usage très original, le robot servant finalement d'auxiliaire. Voilà, ouais, c'est ce qu'on voit. Je ne sais pas si on le voit là. Oui, en haut, voilà, au centre d'image. Et donc des médiateurs des étudiants qui l'ont utilisé comme un support, c'est-à-dire, je prends un exemple, on a une pièce de monnaie dans une vitrine. Le médiateur peut dire, bah voilà, Témi, montre-nous comment, au XIVe siècle, on fabrique une pièce de monnaie. Le robot répond, ah oui, bien sûr, je vais aller chercher, j'ai une petite vidéo, je vais te montrer, etc. Donc voilà, c'est un exemple d'application. Et moi, j'avais été fasciné de voir que les étudiants, en une journée, avaient été capables vraiment de s'approprier un robot qui, à l'origine, avait été fondé par son créateur pour aider son fils autiste. Et donc, il cherchait justement à trouver d'autres usages que l'accueil dans une entreprise. Et donc, voilà, c'est vraiment là un pur parcours d'innovation. Et puis, donc, après, à partir de 2022, on a vraiment développé ce partenariat, en particulier avec Le Mans Innovation, puisque donc, depuis 3 ans, on a une unité d'enseignement qui est complètement dédiée. On arrive à quasiment 36 heures d'enseignement, une partie cours, une partie atelier. Et l'atelier, au lieu d'avoir lieu sur une seule journée, se fait sur à peu près 8 à 9 journées. Il y a une photo juste après, peut-être qu'on peut montrer. Voilà, notamment, je voulais notamment rendre hommage à tout le travail qu'a fait Gabriel Barthes depuis 3 ans avec nous, et qui nous a accompagnés cette année justement sur un des projets que vous allez présenter, le projet Soundmark. Et donc voilà, une UE centrée sur l'immersion, l'innovation et aussi la dimension sonore, puisque Annie avait déjà commencé à travailler avec les collègues acousticiens, et on a donc continué dans cette veine avec je dirais, une des unités d'enseignement qui devient vraiment fondamentale et importante dans notre formation. Très belle expérience de travailler avec ses collègues. C'est transmatière, enfin, c'est vraiment oui. Et puis visiblement, aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Merci beaucoup pour ces interventions, du coup. Et donc, cette fois-ci, on va revenir justement sur les fameux parcours sonores qui ont été mis en place cette année, donc qui ont été créés pour mettre en avant le patrimoine du quartier des Sablons au Mans. Et ils se sont également inscrits dans la programmation de la Biennale du son. Donc cette fois-ci, on va s'adresser à la fois à Franck et à la fois à Manon, donc sur leur réalisation, donc à la fois sur les enjeux liés en fait à ce projet, au processus de travail qui a pu être mis en place, même si on en avait une partie avec la photo juste avant avec Gabriel Barthes, mais également sur les difficultés qui ont pu être rencontrées, mais surtout la réception du public lors de la Biennale, puisque nous n'avons pas encore ces informations. Alors, on va déjà repartir du début, pourquoi les Sablons. Déjà, à la base, il y a à peu près 6 ou 7 ans, la ville a conventionné avec le service inventaire de la région des Pays de la Loire. C'était une première pour le service en charge des patrimoines et pour la ville du Mans d'initier donc un inventaire centré autour des quartiers, du patrimoine des quartiers et plus particulièrement à la base l'habitat sériel, qui est une des caractéristiques patrimoniales du Mans à partir du 19e siècle, c'est-à-dire cette multiplication de cités qui vont être construites aux 4 coins de la ville.
Donc déjà, c'est pour nous, on a une base scientifique, historique, architecturale solide. Ensuite, c'est aussi une commande politique, celle pour le label Ville d'Art et d'Histoire, après d'avoir fait un travail de fond sur tout ce qui était finalement le patrimoine historique de la vieille ville et du cœur de ville, élargir ce travail vers les quartiers. Et donc, ces deux éléments, plus la mise en place de la Biennale Le Mans Sonore, ont permis de centrer notre proposition dans le cadre de ce partenariat commun d'une médiation sonore autour des Sablons, une médiation numérique qui puisse intégrer à la fois l'histoire patrimoniale du quartier et cette dimension sonore. Et pourquoi cette dimension sonore? C'est que depuis 2 ans, nous travaillons avec 2 artistes, une artiste plasticienne, un artiste sonore, qui se donnent comme enjeu de dessiner les sons. Puisque les sons, dans le travail qu'ils mènent depuis des années, c'est vraiment en France, en Suède, en Norvège qu'ils travaillent. Alors vous allez comprendre pourquoi les pays nordiques très vite, puisque l'artiste plasticienne, c'est Madeleine Erström, et Denis Musier pour l'artiste sonore. Les sons sont vraiment caractéristiques et identitaires de différents coins de quartier. On ne retrouve pas les mêmes sons ailleurs. Et donc, ils ont fait tout un travail. Alors, je ne sais pas si on voit on voit déjà les œuvres de Madeleine là, sur le côté. C'est vraiment respatialiser les sons par le biais de traits, de points. Et en parallèle, on a souhaité faire un travail avec les enfants des écoles des Sablons. Donc on avait finalement une matière très riche autour des Sablons, c'est-à-dire à la fois ce travail d'inventaire, ce travail de captation de son et de retranscription du son par le dessin par des artistes et le travail d'enfants. Et donc l'objectif qu'on s'est donc fixé dans le cadre d'une démarche qui est à la fois expérimentale, puisque ce qui est important de préciser, c'est que ce travail avec LMI, c'est bien pour s'appuyer sur des startups qui sont hébergées par Le Mans Innovation pour justement trouver des applications concrètes, expérimentales. Et là, en l'occurrence, il y avait aussi un enjeu très très fort, c'est d'inscrire ce travail des étudiants dans la Biennale du son. Et ça, c'était pour nous finalement aussi la cerise sur le gâteau, pour vous, parce que c'est vraiment vous inscrire dans un événement qui s'installe et qui prend une ampleur et qui est l'un des enjeux forts de la ville du Mans et de l'enseignement supérieur au Mans. Donc là, je suis peut-être un petit peu parti loin des attentes. Je ne sais pas si je dois développer d'autres points. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être d'abord que Manon évoque sa propre expérience en tant qu'étudiant justement sur la création de ce parcours sonore avant de revenir sur la réception finalement du public à la Biennale du son. Oui, c'était un projet très intéressant puisque c'était très professionnalisant et puis aussi parce qu'on a pu choisir des lieux nous-mêmes. Donc ça nous a permis de montrer un patrimoine qui est finalement peu connu. Donc dans mon cas, j'ai choisi en particulier l'église Saint-Bernard des Sablons. Donc esthétiquement, historiquement, ça n'a rien à voir avec la cathédrale Saint-Julien, mais elle mérite tout autant d'être valorisée, d'autant plus qu'elle a une architecture assez particulière. Donc on a choisi un thème assez... on est resté sur un thème assez urbain pour notre parcours. Il y avait des thèmes sur plutôt la nature, les éléments, les activités ludiques. Donc un exemple de parcours à gauche, on est parti de l'église Saint-Bernard jusqu'à la place du marché. On s'est arrêté aux tours Mont-d'Arrêt, donc qui sont aujourd'hui détruites, le boulevard Churchill et puis la station Churchill. Donc des points d'arrêt qui n'ont pas l'air très patrimoniaux à première vue, mais qui ont une histoire et qui méritent d'être valorisés. Donc une fois qu'on a choisi nos arrêts, nos points d'arrêt, nous sommes allés à Le Mans Innovation, et puis on a utilisé des techniques, des méthodes de travail professionnelles. Donc par exemple cette fameuse technique des post-it. On a noté toutes nos idées, tout ce qui venait en tête, et puis ça nous a permis de faire des parcours cohérents et puis accessibles à tous. C'était aussi un des points essentiels pour ces parcours. Donc on a écrit des textes simples, des textes courts,
Et puis c'était une des difficultés majeures, puisqu'on avait toujours des textes trop longs, trop compliqués, trop historiques. Donc on a simplifié au maximum, puisqu'on sait que dans un monde où tout va de plus en plus vite aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps, pas l'envie de lire des textes très très longs, surtout sur une application comme celle-ci. Donc on a testé aussi le parcours nous-mêmes pour voir si ce n'était pas trop long, s'il y avait des incohérences, et puis voilà, ça nous a plu, donc on s'est dit que ça allait plaire aux gens qui allaient essayer. Justement, puisque vous parliez de réduire les textes, c'est ça aussi le rôle que l'on a, que ce soit dans les projets tutorés et autres, c'est de vous encadrer et d'avoir un regard extérieur qui nous permet parfois d'être un petit peu rude dans la manière de trancher et vous dire, voilà, vous avez rassemblé tous les éléments intéressants, le travail que vous avez fait est très complet, mais vous êtes trop enthousiaste, hein, et vous oubliez que globalement, vous êtes généralement le public qui aimait zapper, donc il faut avoir en tête que les gens qui vont suivre vont avoir cette démarche-là. Donc ça, c'était le premier point. Alors, on a la chance que Aous a dû rater son train. Donc, le troisième acteur de ce travail, de cette expérimentation par le biais de Roadmaker, c'est Aous qui est là. Donc, peut-être qu'on peut aussi lui proposer d'intervenir et de dire la manière dont il a travaillé avec nous. Tout à fait. Pourquoi pas, si ça vous une table intéresse. ronde ouverte, donc nous pouvons tout à fait écouter son point de vue. Ça me semble très pertinent pour la suite. C'est les aléas du direct. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse d'être arrivé comme ça, mais alors j'ai eu un problème sur la consultation du programme. Je n'ai pas compris que c'était cet après-midi. Donc, j'avais un train, mais les circonstances ont fait peut-être que je voulais tellement pas monter dans ce train que je suis resté. Et donc, je me réjouis de venir assister à la présentation des étudiants. Pour le travail qui a été fait, j'ai animé un premier atelier en début d'automne avec l'initiative de Stéphane. Et puis, j'ai pu présenter la solution Roadmaker que j'ai développée aux étudiants et étudiantes. Après, ils ont commencé à travailler. On a eu quelques échanges par email, notamment, si je me rappelle un peu, pour des zones qui n'étaient pas couvertes par l'API de cartographie. Donc, je ne sais plus quel groupe c'était, mais j'ai recommandé d'aller importer des itinéraires depuis un site externe et de les importer dans Roadmaker. Donc ça, ils ont pu faire. Autrement, je suis présent aussi pour découvrir les points d'amélioration qui peuvent exister au même titre que tout le monde. Donc voilà, je ne vais pas faire très long, mais je me réjouis de continuer à voir les résultats. Donc je pense qu'effectivement, c'est un point extrêmement important que vient de souligner Aous, c'est le côté expérimental de ce type d'action. Et ça, c'est vraiment, je dirais, expérimental pour la start-up, c'est expérimental pour les étudiants et c'est expérimental aussi pour la ville. Donc, l'objectif pour nous, effectivement, c'est de pouvoir le réutiliser d'une manière ou d'une autre lors de certains événements. Je pense en particulier à une période qui est toujours cruciale pour nous en termes de médiation du patrimoine, les journées européennes du patrimoine et les journées nationales de l'architecture. Ça, c'est l'un des objectifs. Et là, on a parlé de Le Mans Sonore. Le Mans Sonore était un point important, puisqu'autour justement de ce projet de médiation sonore grâce à Roadmaker, on a articulé une exposition à l'ESPAL et des ateliers pour les enfants et pour les familles du quartier autour justement de cette expérimentation de Roadmaker et du côté sonore, les sons dans le quartier destinés. Alors, on avait mis sur pied aussi des visites guidées parce qu'on est conscient que l'outil numérique n'est pas forcément quelque chose d'aisé pour tout le monde. Donc, on avait programmé 4 visites guidées qui ont fait le plein. C'est-à-dire qu'on a dû refuser du monde, mais on ne pouvait pas en faire plus. Et puis, parmi les personnes qui sont venues expérimenter votre travail, il y avait à la fois Fabienne Lagarde, universitaire
et adjointe au maire en charge des liens avec l'université, et le maire du Mans. Voilà, donc c'est pour dire que vous avez rencontré différents publics, hein, le public des quartiers, le public de la ville en général, et nos élus. Si peut-être revenir aussi sur une des composantes importantes de la formation, qui est la possibilité de passer la certification de guide conférencier. Et donc, vous en avez un petit peu parlé au début. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Oui, alors ça, c'est vraiment un point extrêmement important au niveau de l'Université du Mans, parce que je crois qu'il y a peut-être en tout une douzaine d'universités en France qui permettent d'avoir cette certification. Puis là, à double titre, puisqu'il y a la certification dans le cadre du Master 2, et il y a aussi en distanciel. Donc, pourquoi c'est important dans le cadre d'un Master 2 valorisation du patrimoine? C'est que d'une part, ça vous donne une aisance au niveau de la parole, de la mise en situation, et puis surtout professionnellement, c'est vraiment un plus sur un curriculum vitae. Et je dirais que c'est un plus aussi dans le cadre d'une période de latence entre la fin du Master 2 et le fait d'avoir un emploi, puisque globalement, pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire quelques visites guidées dans le cadre d'un monument, d'une ville ou d'un pays d'art et d'histoire, ça veut dire que vous avez un CV qui n'est pas vierge, c'est-à-dire que le temps de la recherche d'emploi, vous êtes actif dans le domaine du patrimoine. Et donc ça aussi, je pense que c'est un point important, ça montre votre investissement dans le domaine de la valorisation, de la médiation du patrimoine. Voilà, je ne vais pas développer plus. Je sais que j'ai une de mes collègues qui est présente, qui pourrait aussi en parler, puisqu'elle est comme moi jury. Parce que voilà, oui, on est jury pour Oui. la délivrance de la carte de guide conférencier. Et on fait aussi appel à vous, c'est Sylvie Le Mercier du Perche-Sartois. Donc pour conclure cette table ronde et cette journée, une dernière question donc, pour vous tous. Comment la formation peut-elle continuer à être un levier d'innovation dans les pratiques patrimoniales tout en répondant aux enjeux contemporains des territoires et des publics? Vous avez question assez vaste. Pas d'idée? J'avais entendu quelque chose, ça a détourné mon attention. Pardon, vous pouvez me redire? Oui, je voulais savoir, selon vous, comment la formation pouvait continuer à être un levier d'innovation dans les pratiques patrimoniales tout en répondant aux enjeux actuels, contemporains des territoires et des publics. Je pense que véritablement, ce master avance en même temps que nous tous. C'est-à-dire qu'on est vraiment, dans un mouvement où on est en perpétuelle interrogation sur l'ensemble des collègues qui travaillent sur le patrimoine. Je les vois dans cette salle. Je pense que le master avancera au rythme de l'ensemble des problématiques et je pense qu'il risque d'avancer rapidement vis-à-vis de tout, notamment cette intelligence artificielle, cette nouvelle technologie. Il y a encore quelques années, on se disait, est-ce qu'on y va? Comment on prend ça? Par quel bout on prend ça? Moi, je me souviens, je vois Karine, je vois Sylvie, je vois Franck, et on était tous, oh là là, mais jamais ça va percer. Enfin, je vous parle de ça il y a 20 ans, quoi. Et puis, très vite, et ça fait résonance avec la très belle conférence qu'on a eue juste avant. On est allé dans l'ensemble de ces réflexions technologiques. Peut-être aussi selon nos moyens, parce que c'est une histoire de moyens aussi, tout cela. Mais je pense que c'est aussi la volonté de pouvoir continuer à progresser. Je pense qu'il y a un champ très large qui s'ouvre, très clairement. Quel est-il? J'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas véritablement, mais je pense que le master a toute sa place parce que vous êtes le dialogue entre nous qui sommes installés avec parfois un peu de réticence à y aller, et puis il y a des fois pas le temps,
aussi, hein, pas de temps de cerveau disponible. Hein, il y a des fois, on est la main dans une machinerie. Et vous qui êtes pleinement, en fait, vous avez déjà pris en charge tous ces outils, vous les maîtrisez. Moi, chaque année, je suis étonnée, et on en parlait tout à l'heure avec Mélanie, de ce que vous faites, de ce que vous réalisez, des films, comment vous appropriez tous ces outils. Il y a des fois, je me sens carrément vieille. Non, faut pas dire ça quand même. Et pourtant, je suis toujours un peu keep on touch. Tu vois, j'essaie de me mettre... Mais je suis bluffée des présentations que vous pouvez faire, de la manière dont vous êtes approprié des outils. Et c'est ça, c'est cette double entrée qui me semble, moi, essentielle de ce que vous apportez, de ce qu'on vous apporte. Ça, c'est super important. Ce dialogue, il doit continuer, je pense, véritablement, parce qu'il est enrichissant, il est stimulant, et puis pour nous, il nous pousse un peu dans nos retranchements, et puis pour vous, il y a une certaine, je dirais, analyse ou une certaine manière de voir les choses qui permet, en fait, de créer un bel équilibre. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Ok. Je me permets de rebondir sur cette question-là parce qu'il y a un acteur avec lequel on travaille quand on est formé dans ce master-là et qu'on n'a pas évoqué trop, c'est les laboratoires finalement de l'université. Je pense à nécessairement le LIUM à Laval, dont les chercheurs développent des solutions qu'on peut utiliser dans le cadre du master. Et finalement, on parlait de dialogue entre les professionnels du patrimoine, on a évoqué le secteur privé. Il y a le monde de la recherche, et au final, ce qui est quand même assez fantastique, c'est qu'on a une interface qu'il faut maintenir, parce qu'après, encore une fois, c'est toujours une histoire de moyens de tout un chacun. On parle de culture, on parle de patrimoine, il y a des enjeux de services publics pour lesquels on est attaché. Et avec cette importance de l'université, de son fonctionnement, et du fonctionnement aussi de la recherche, parce qu'il y a quand même un lien fondamental avec la recherche dans tout ce travail-là. L'innovation passe quand même par là aussi. On n'est pas obligé d'être esclave de logique économique, et avec de la volonté, comme c'est le cas dans ce genre de formation, il y a moyen de trouver justement des fenêtres d'innovation avec... on fait avec les moyens du bord, des fois. Les étudiants se débrouillent avec des contraintes qui sont connues. C'est là où un master comme celui-ci, qui encore une fois interface finalement beaucoup d'acteurs différents, pas que l'université et les professionnels du patrimoine, mais aussi le privé, la recherche, continue à travailler de cette manière-là. Encore une fois, je dis ça du haut de ma toute petite expérience de sortie de ce master-là, mais bon, c'est comme ça que je l'ai perçu. Si on pouvait continuer à faire comme ça, ça paraît quand même assez louable et fantastique pour finir sur une note joyeuse. Et bien sur ces mots, on va clôturer cette table ronde. Donc merci à tous les quatre, mais aussi cette journée d'études qui, j'espère, vous aura plu. Avant que vous ne partiez découvrir l'improst, la présentation de l'improst, mais aussi le travail de Cécile Cunningham, pardon. Je vais laisser la parole à Monsieur Tison. Et également, je vous invite à rester puisque nous avons un petit quiz juste après. Et il y aura des petits lots à gagner pour les 3 premiers. Suspense. Non, avant de conclure, je voulais d'abord, évidemment, vous féliciter pour tout le travail que vous avez réalisé pour organiser cette journée d'études. On peut les applaudir. Ouais. Voilà, je dois dire que tu disais qu'on était bluffé par nos étudiants. Moi, j'ai été bluffé aujourd'hui par la façon dont vous avez su animer de façon très professionnelle toutes ces tables rondes, après avoir réalisé une communication également de haut niveau. Et donc, vraiment, bravo à vous, et je pense qu'on peut vraiment vous applaudir.